Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le 14 avril prochain, le Conseil constitutionnel aura tranché sur la conformité ou non de la réforme des retraites à la Constitution. Alors, ce Conseil il est composé de 9 sages qui sont les garants de la Constitution. Parmi eux, le président du Conseil, Laurent Fabius, élu par Emmanuel Macron, comme 2 autres sages. Les autres membres du Conseil ont tous été élus entre 2019 et 2022, soit tous par Emmanuel Macron, soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par le président du Sénat. Alors, la réforme peut-elle ne pas être conforme à la Constitution ? On en parle avec Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Corentin, bonjour. Alors, vous êtes docteur en droit public, vous êtes avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg. Vous êtes l'auteur de L'État de droit à l'épreuve du terrorisme et de l'autothème de l'État de droit aux éditions L'Artilleur. Alors, déjà, quels sont les points de la réforme des retraites qui pourraient ne pas être considérés comme constitutionnels, donc par ce Conseil constitutionnel ? Alors, vaste débat, très actuel. En fait, il faut comprendre que le Conseil est... je reviens à ce que vous venez de dire, et c'était juste sur la nomination, sur le mandat des différents membres du Conseil constitutionnel. Par contre, un point qui me paraît central, vous venez de dire, ils ont été élus. Précisément, ils ne sont pas élus. C'est-à-dire qu'ils sont nommés par les autorités concernées. C'est-à-dire, ils sont nommés pour tiers par le président de la République, effectivement, par le président du Sénat et par le président de l'Assemblée. J'insiste sur la nomination parce que c'est précisément le problème. C'est que comme Jordan Bardella vient de le dire là sur BFM et ça a été rappelé, Jordan Bardella dit d'un côté il y a le peuple à qui il s'agit de trancher le conflit actuel et de l'autre côté on a une assemblée qui relève de nominations exclusives. Ça veut dire quand même que concrètement on a un rapport de force très clair. On a d'un côté on va dire la légitimité populaire qui pour l'instant ne s'est pas prononcée, j'y crois pas trop mais admettons, et de l'autre côté donc au Conseil constitutionnel le soin de trancher, c'est-à-dire des membres non élus qui désormais vont se pencher sur la loi. Alors, sur la censure, il faut savoir que le Conseil est évidemment libre de censurer comme il l'entend, enfin comme il l'entend. A priori, espérons pas trop comme il l'entend, mais bien en regard de la Constitution, puisqu'il est censé être le gardien en quelque sorte de la Constitution. Le problème, il est simple, c'est que il y a un procès en illégitimité qui est régulièrement intenté contre le Conseil constitutionnel. Procès en illégitimité parce que contrairement à de très nombreuses autres juridictions dans d'autres pays européens, on a un Conseil constitutionnel qui est largement composé de membres choisis par des politiques pour des questions certes de compétences, mais aussi d'opinion, d'options idéologiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer non plus, on a un Conseil constitutionnel qui est notamment composé... je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais on a notamment Alain Juppé qui a été choisi par Richard Ferrand, qui à l'époque était président de l'Assemblée. Ferrand, c'est quand même un pilier de la Macronie, ni plus ni moins. Alain Juppé, rappelez-vous, père de l'identité heureuse, et qui était quand même l'un des anciens membres LR, qui était extrêmement Macron-compatible. En tout cas, on peut largement le penser. On a Jacqueline Gouraud, ancien ministre d'Emmanuel Macron. On a Jacques Mézard, ancien ministre d'Emmanuel Macron. On a Laurent Fabius, ancien ministre de Laurent Fabius, de François Hollande, largement connu beaucoup plus pour ses talents, on va dire, politiques que pour ses talents juridiques. Donc, je veux dire, je vais tirer la sonnette d'alarme, mais ne pensons pas une seule seconde que les coups de fil ne sont pas passés et qu'il n'y a pas une forme de porosité entre d'un côté les autorités politiques et de l'autre côté le Conseil constitutionnel. Donc, ça censure à voir, mais moi, j'y crois difficilement parce qu'il est compliqué pour le Conseil de sanctionner le politique dans une situation aussi complexe que celle que nous vivons, a priori. Et c'est ça, c'est aussi un coup de communication d'Emmanuel Macron qui prétend donc que le Conseil constitutionnel est une autorité soi-disant qui serait non partisane, qui serait transpartisane, qui devrait trancher grâce à des sages. Donc c'est quand même un titre honorifique. Donc c'est un coup de communication ou c'est aussi une volonté de montrer que finalement il y a véritablement que le Conseil constitutionnel a vraiment un pouvoir juridique qui est au-dessus en fait de la souveraineté nationale. Alors, on arrive au fond du problème qu'on a selon moi, avec le Conseil constitutionnel depuis le début de la Ve République. Vous savez, le problème de la réforme des retraites, je veux pas, une énième fois parler de mon bouquin, mais c'est ce que j'ai essayé de montrer largement dans le totem de l'état de droit,
Mon bouquin se voulait une espèce d'explicitation de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'arrête pas de parler du gouvernement des juges. C'est ça l'objectif pour moi, c'était de clarifier cette notion de gouvernement des juges. Or, prenons la réforme des retraites. En fait, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui et telle qu'elle est présentée d'ailleurs plus ou moins par Emmanuel Macron, elle est simple. C'est qu'il le veuille ou non, le président de la République est en train de faire du Conseil l'arbitre des réformes. Et d'ailleurs, c'est le titre du Monde, hein, du Monde vendredi ou samedi, il me semble, qui titrait le Conseil constitutionnel arbitre de la réforme telle que voulue par Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à mon sens, dans tous les cas, Emmanuel Macron est en train de, sans s'en rendre compte peut-être, ou par machiavélisme digne du Florentin qui était Mitterrand peut-être, mais il est en train de faire sien l'argumentation de ceux qui justement parlent du gouvernement des juges tout le temps. Pourquoi? Parce que deux hypothèses vont se présenter. Et c'est les deux hypothèses qu'ont à trancher le Conseil le 14 avril prochain. Grand 1, première hypothèse, admettons que le Conseil censure l'intégralité ou presque de la loi. Admettons. C'est une hypothèse, j'y crois pas beaucoup, mais admettons. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, encore une fois composé de gens non élus et nommés exclusivement, vont, entre guillemets, se permettre de détruire, de réduire en cendres l'une des seules, voire la seule promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que Macron donne au Conseil constitutionnel le soin, et il le dit, il s'en remettra, etc., donne au Conseil le soin de sanctionner la seule réforme qu'il a portée lors de présidentielles qu'il a enjambées, je veux dire, adroitement, grâce à l'invasion de l'Ukraine et au reste du covidisme, je veux dire, qui pullule en France depuis longtemps. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu de campagne, il y a une seule promesse, et la promesse peut être réduite ensemble par des gens non élus. Première hypothèse, admettons. Ça veut dire que d'aucuns, ils décèleront l'emprise de ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, admettons que le Conseil ne censure presque rien, qu'il laisse en l'état la loi. Ça veut dire que pour d'aucuns, et on peut le comprendre, le Conseil passera de fait pour le porte-flingue de l'exécutif, c'est-à-dire la serpillière ou le porte-flingue. Hein, je laisse le champ lexical ouvert pour ceux qui souhaiteraient l'adjectif ou le qualificatif le plus adéquat. Mais ça signifie que le Conseil, on dira quoi? On dira le Conseil s'est couché. En fait, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il n'est pas vraiment le garant de la Constitution, mais en réalité, il est le protecteur de l'exécutif et du gouvernement. Ça veut dire que dans les deux cas, soit parce qu'il se sera couché, soit parce qu'il aura sanctionné le gouvernement, dans les deux cas, on fait droit d'une manière ou d'une autre à l'existence d'une idée selon laquelle les sages ne sont pas impartiaux et font partie de cet équilibre un peu nauséabond du gouvernement des juges qui est critiqué par nombre de gens, notamment à droite, mais pas seulement. Allez-y. Et pour moi, le problème, il est vraiment simple, il est fondamental et simple. C'est qu'en fait, et c'est ce que les Français ont oublié, beaucoup de Français ont oublié, et que beaucoup de politiques font mine d'oublier, c'est qu'en fait, il est clair, et c'est l'ADN de notre Constitution, que selon l'article 3 de la Constitution, et les termes sont clairs. Vous savez, je dis souvent que la Constitution française, si on s'en tient à ses articles sources, c'est-à-dire au texte de la Constitution est d'une clarté biblique. N'importe qui peut ouvrir la Constitution et comprendre ce qui s'y trouve. Article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce soit par ses représentants, soit par le référendum. Et il est évident que cet article était fondamental dans le gaullisme qui a créé nos institutions, parce que pour Général de Gaulle, mais aussi René Capitan, Léon Noël et les juristes qui l'ont aidé, il était clair que dans une situation telle que celle d'une réforme qui va peser sur la vie de chaque Français, et eu égard à la fronde qui secoue le pays et au contexte général d'ensemble, il est clair que cet article 3 aurait fait que n'importe quel gaulliste aurait dit que l'appel au peuple est strictement nécessaire. L'appel soit au peuple, soit par le référendum, qui est prévu à l'article 3, soit, et c'est ce que disait également le général de Gaulle, soit par la dissolution de l'Assemblée nationale pour des élections anticipées qui auraient donné naissance, enfin qui auraient fait que les Français auraient voté pour ou contre lui. Charge à lui de partir s'il est désavoué par le vote des Français. C'est ça l'ADN de nos institutions. Aujourd'hui, donner le fin mot de l'histoire au Conseil constitutionnel, c'est ni plus ni moins, pour moi, enregistrer et valider la corruption de nos institutions qui, depuis quelques décennies, marchent sur la tête, tout simplement.
Et est-ce qu'on arrive aussi à une américanisation, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel va devenir comme une Cour suprême à l'américaine, qu'elle va devenir donc la plus haute instance judiciaire de France, alors que, comme on l'a rappelé, tous les membres sont nommés donc par Emmanuel Macron ou par la Macronie. Bien sûr, non, mais vous savez, extrêmement simple. De Gaulle disait quoi? Il avait vraiment une option très simple, hein. De Gaulle disait, et il le disait en aparté, mais on a des propos rapportés par Alain Peyrefitte et par d'autres, hein. De Gaulle disait, il faut faire le nécessaire pour que le Conseil constitutionnel ne devienne pas une Cour suprême américaine, ne le devienne pas. C'est pas compliqué, ça relève pas de complotisme. La chose était simple. Aujourd'hui, mais en fait, c'est une histoire que justement j'essaye de rappeler dans mon bouquin, une histoire qui commence avec Giscard, une longue histoire. Giscard se prosterne devant les juges, devant les sages du Conseil constitutionnel. C'est le premier Giscard dans les années 70 à dire que la France est enfin, selon lui, un État de droit, parce qu'elle a désormais à sa tête une très haute juridiction la plus haute juridiction, qui s'appelle le Conseil constitutionnel et qui, depuis les années 70, se permet de sanctionner les lois au regard de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité qui est à la fois la Constitution et l'ensemble des droits fondamentaux qui dérivent notamment du fameux droit international que constitue le droit européen. Ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel est la tour de contrôle de toute la matrice du droit européen, toutes les obligations européennes qui pèsent en France. Ce qui veut dire effectivement que le Conseil constitutionnel se rapproche de plus en plus d'une sorte de Cour suprême qui se permet de sanctionner les lois, expression de la volonté générale, telles qu'elles sont soit votées par les représentants du peuple, c'est-à-dire par les députés, soit parce qu'elles ont été voulues par le peuple directement, par le biais, par exemple, d'un référendum. Aussi peu usité que soit désormais le référendum. Mais le problème, vous savez, c'est que... Pardon. Oui, je suis désolé, on va être obligé de vous quitter là-dessus. Donc, c'est pas un problème des institutions de la Ve République, c'est parce que justement, ça a été donc dérivé de son idée de base, donc depuis Giscard, ce que vous nous dites. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Guylain Benessa. Donc, on rappelle, le 14 avril prochain, le Conseil constitutionnel aura tranché sur la conformité ou non de la réforme des retraites. On verra ça peut-être avec vous bientôt. Et on rappelle le titre de vos 2 livres, L'État de droit à l'épreuve du terrorisme et Le totem de l'état de droit aux éditions Artilleurs. Merci à vous.